merci, c'est M. Junaï, donc le débat est ouvert. Je ne sais pas quel est ça à quelques inscrits, mais avant de passer la parole, je me permettrai quand même de lui poser une question. Donc, nous savons que dans moins de 2 heures, le rideau va tomber sur l'échéance, justement, sur le dépôt de dossier de candidature à la présidentielle du 4 juillet. Donc, nous avons appris qu'aujourd'hui, le président de l'État, Gaël Gaïd, a instruit les magistrats pour justement la prise en charge des élections, pour l'encadrement des élections présidentielles. Ils n'ont pas annoncé la date, mais il les a instruits d'après un média, une télévision, une chaîne de télévision privée. Je n'aime pas les prononcer parce qu'ils ont choisi le camp. Donc, ils ont annoncé une information qui fait état que le chef de l'État a instruit les magistrats pour justement la prise en charge de ces élections, pour la préparation, l'encadrement des élections. Et s'il ne parvient pas à le faire seul, ils feront appel aux avocats et aux notaires. Donc, cela veut dire, cela s'ajoute à la vague de répression féroce engagée par l'arsenal policier, les gendarmes, justement, surtout pendant les matchs, notamment le mardi, les mardis et les vendredis. Et nous avons assisté cette semaine à une série d'interdictions de tenue de meeting, voire même l'interdiction de iftar collectif à Annabep ou à Khamchla, je crois. On a interdit Bouchachine et Boutour. Est-ce que cela renvoie bien sûr à une panique généralisée du système du pouvoir? Est-ce que ce ne sont pas des préparatifs, des avertissements qui nous mènent en droit vers un état d'exception, sachant que s'il n'y a pas de candidat, et puis il n'y a pas de candidat, dans 10 jours, ils vont annoncer officiellement qu'il n'y a aucun candidat. Est-ce que cela, cette répression, cet état de fait ne nous renvoie pas à un état d'exception? Est-ce qu'il n'essaie pas de justifier justement cet état d'exception? Et qu'est-ce que faudrait-il faire si c'est le cas? Docteur Jidari. Donc, on passe au débat. Donc, l'intervenant, c'est monsieur. Je voudrais juste, si vous pouvez, de poser une seule question pour laisser la possibilité aux gens de... Parce que j'ai fait plusieurs conférences, il y a certains qui posent 5-6 questions. Donc, si c'est possible de poser 1 ou 2 questions, pas plus. Merci. Et être bref. Merci. Moi, j'ai une question et une petite remarque, si c'est possible. La question est la suivante. Quand nous parlons de... Commencez alors par la remarque. Et ensuite, vous voulez la question. Non, la question est la suivante. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous assistons, comme vous avez dit auparavant, nous assistons à des mouvements chaque vendredi. Des mouvements très importants. Puis, ces dernières semaines, il y a les étudiants d'un côté, les médecins, les avocats, les magistrats, etc. Celle du vendredi, elle est conséquente. Tandis que les autres,
ça ne remplit pas toutes les places dans les villes algériennes. Et les grèves qui se font par secteur, aussi, à mon goût, à mon sens, ne favorisent pas notre revendication. Seulement, moi je dirais, il est préférable pour ce mouvement qu'ils choisissent 2 ou 3 journées par semaine et de faire cette manifestation, comme celle de vendredi. Éviter de fragmenter un peu la force des citoyens. Étudiants d'un côté, les communaux de l'autre, les médecins. C'est pas important comme mouvement, le mardi ou le dimanche. Donc moi je préfère, est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt nécessaire de garder le vendredi et de choisir 2 autres journées, mardi ou samedi, une autre journée, pour donner au mouvement une certaine force. Voilà. Ça c'est ma question. Pas pour la l'autre petite remarque, c'est au niveau de la constitution. Est-ce que vous parlez vous êtes favorable pour une constitution? Est-ce que pour envisager une constitution, ce n'est pas nécessaire d'abord de voir les rapports de force? Parce que au niveau de la constitution, de l'Assemblée, il est possible qu'il y ait aussi des gens, pour rédiger cette fameuse constitution, qu'il y ait des gens ayant des penchants vers d'autres idéologies. Et nous risquons par là de perdre ce que nous revendiquons exactement. Au début de l'indépendance, c'est vrai que Feu Aït Ahmed était partisan d'une constitution. Mais là, c'était possible. Une vraie constitution en 1963, c'était vraiment possible. D'ailleurs, comme vous avez bien dit, elle a été faite par la suite au cinéma Majestic. Ce qui est un peu faussé un peu les données. Et celui qui a rédigé, je pense, cette constitution, je crois que c'était l'Égyptien. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, en étant favorable pour une constitution sans expliquer le pourquoi de cette constitution et comment elle doit choisir ses députés, n'est pas nécessaire? Très bien. Je vous remercie. Alors, on prend un nombre de 3 questions, et après, voilà, donc un autre intervenant déjà. Donc, le prochain, c'est Bourou Bazar. Assalamu alaikum. اهلا بكم مرحبا بك للدوزيام كومي. انا مواطن عادي جيست كو بور بروندر لونفورماسيون. جو سوي دو سيسيون جو سوي ماشي طرحات كلش نعرف واحد هذا واش نعرف باش نبيعوا العصابه باسكو العصابه سي اون بو دير سا سي كيما نقولوا هنا سي كاميون سا صاروا العصابه هاو دونك يقول حد على بالك برك لونفورماسيون. كان بعض البارتي دوبلي كو إلي 30 ans 28 ans 25 ans dans le parti. كيفاه يبدل هذا يأتي نومي بارتي جينيرو باسكو هو بعض البارتي أخرين كما ديال فاتاس دوزون المليح في البارتي قاعد عامين يتبدل. هل يتبدل بالموت ولا يتبدل كوم دي سوتر بارتي يسوي نومي بارتي جينيرو. ميرسي جدا. ما فهمتش مليح. عاود
dans un parti qui a 25 ans, 20 ans. باش تبدل هذا الشيء بالفوق ولكن المهم البارتي شنو هو يخدم حتى نعطيك الامر باش تطير ولا كيما لا فات باغ اكزومبل الشعب توزو معاه ولا هذا مليح اللي حامل يتبدل هذا يتبدل بالفوق بالصندوق ولا يتبدل بالاوامر هو ذلك يكون على بالي شنو انفورماسيون ولا ما تستفيد بها. Merci beaucoup. Je commencerai par ces arrêts. Alors, les autres partis politiques, sauf que على بالنا اللي كاين احزاب اللي تتبدل الحكم والحكم هو اللي يحكم دير هذا رجع هذا الى اخره هذيك معروف. انا نشوف فيها فلان نشوف فلان الى اخره. في الحزب تاعنا ثلاثه فاس حنايا مقتنعين بحاجه مقتنعين بالتداول المسؤوليات داخل الحزب. معناها هذه في الاستاتيو تاعنا في الاستاتيو من بريمي كونغري حتى الان تداول على السلطه. لماذا؟ على السلطه داخل الحزب المسؤوليات داخل الحزب. لماذا؟ لان كان عندنا ربي يرحمه ويوسع عليه رئيس تاع الحزب سي حسين يتحد. حسين يتحد c'est un monstre en politique. Personne ne peut le remplacer. Et depuis le début, depuis les années 90, parce que je suis à la direction depuis les années 90, je peux parler de ça. Il fallait que chaque responsable ait la possibilité d'exercer, chaque responsable peut exercer une responsabilité aussi importante soit-elle, c'est pour qu'il puisse d'abord se politiser encore plus, apprendre à gérer un parti politique, chercher lui-même d'autres militants qui ont des capacités et de les faire évoluer, ce qui fait que le parti a effectivement enfanté énormément de responsables qui peuvent gérer n'importe quelle situation. C'est une réalité, qui peuvent gérer. Alors, est-ce que c'est fait par vote ou non? Ça dépend. Ça dépend de là où on est. On a entre deux congrès. Il y a le Conseil national, le Majlis al-Watani. كل الأفراد تاع المجلس الوطني منتخبين في المؤتمر. واللي كان ولايات اللي ما كانوش عندهم ممثلين في المؤتمر هذاك، المسؤول الاول نتاع الولايه تاع الفيدراليه هذيك يدخل المجلس الوطني. وعندنا في دونك بعد رحيل تاع السي حسين ربي يرحمه ويوسع عليه درنا l'instance présidentielle. L'instance choisit parmi les membres du conseil élus, elle choisit le premier secrétaire. Parmi les membres du conseil. Dans les statuts, c'est tous les 2 ans renouvelable. Tous les 2 ans renouvelable. Bekri kuna une année renouvelable. أنا par exemple ريحت 4 سنين عام بعد خوف. بعد وليت امين وطني موكل في العلاقات الخارجيه، عاودت وليت ايضا امين اول، خاطر كانت ظروف اخرى. كل ظرف عندها المسؤول تاعها. ولهذا احنا عندنا تداول على المسؤوليه، هي يعني خطه سياسيه
نظامية يعني كانت bien réfléchie dans le sens où chacun de nous a des possibilités d'améliorer et de chercher encore d'autres. Donc là, c'est l'alternance, c'est parmi les élus, on choisit Wahed. 2 ans après, il fait, quand on choisit un premier secrétaire, il vient, qui m'a le premier secrétaire, M. Hakim Belhassan, il vient avec un programme d'action, qui met un programme de gouvernement. Un programme d'action sur 2 ans, où Amin Oumbak, il trace le programme tel. Il a un marhaba, Bala qui va être reconduit, il a un il y aura un autre. Et ainsi de suite. C'est comme c'est exactement. Maintenant, l'Ahzab l'Ukhra, nous شفنا بلي يعني كاين الأحزاب وين ماشي مليح الإنسان يسب الأحزاب السياسية، لكن كاين الأحزاب ما عندهم لا دين لا ملة. لا دين لا ملة، علاش؟ راهم مع بوتفليقة ومن بعد رجعوا مع الانتخابات نتاع الكانجوية، ومن بعد قايد صالح عطى أمر قال الجزائريين لا هذا راهم مع الآخر إلى آخره، راهم سي دي كاميليون كيما تقول، وهذيك يعني معروفة من بكري. سي بور سا حنا غنتكلموا عن الحوار اللي يكون مع كل الأحزاب والشخصيات السياسية والمنظمات تاع لا سوسيتي سيفيل ولي سانديكا اوتونوم، الكل اوتونوم بارابور ا كوي، اوتونوم بارابور او بوفوار، باسكو الحاشيه تاعهم راح تجيب لي انت راح نحاول انا مع تاج لمبيا فلان ولا راندي نحاول مع علاش سي كاميليون معاك هكذا غدوه قايد صالح يقولوا دور هكذا دور هكذا. C'est une réalité. Donc on commence par les partis autonomes. Si maintenant, par les acteurs autonomes, partis politiques, personnalités, si maintenant, plus tard, dans le cadre d'un consensus, tout le monde demande à ce qu'il y ait qu'on se renforce avec d'autres partis politiques, ça c'est le dialogue. ما نقولش على الاحزاب، ما نقولش كل اللي راهم في الحزب لا فلان ماشي ملاح، لا، ولا كل الناس اللي راهم في فلان دي ماشي ملاح، لا. كاين ناس نضاف داخل الحزب هذوك ماشي كيف، لكن المسؤولين تاعهم حاجه اخرى، كي زاوش القرموط. سي حواس هذا غنتكلم على لا كونستيتيونت، المجلس التأسيسي، وكاين تخوف يقول لك ce n'est pas d'actualité parce que il y a des idéologies différentes, peut-être que l'islam, les islamistes هذه ما لازمش يكون تخوف. هذا لماذا؟ لأن غير تكلمت عن الباكت. Je vous prends l'exemple de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, il y a eu une commission pré-constitutionnelle qui s'entend sur les garde-fous. Il y a des garde-fous. Ça, c'est une commission pré-constitutionnelle, la constitution. Le pacte dont je parlais, le pacte, l'utilisation de la religion, c'est un pacte qui sera intégré dans la constitution. C'est un point de non-retour. Comment les garde-fous? Il y a des garde-fous. La non-utilisation de la religion à des fins politiques. La non-utilisation de la violence pour arriver au pouvoir ou se maintenir au pouvoir. Le respect des droits de l'homme. Le respect de tous les droits de l'homme. Et il a créé la séparation des pouvoirs, qui parle de séparation des pouvoirs, parle de justice indépendante, l'état de droit. Tout ça, ce sont des garde-fous qui font éviter au pays des discussions qui n'ont pas lieu d'être.
pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Et puis aussi, moi je pense qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, l'écrasante majorité des manifestants du sud au nord et d'est au ouest sont pour une démocratie réelle. Parce qu'en réalité, on le sent. Tout le monde en parle. Et ça, il ne faut pas avoir peur de... Deuxième point dont vous parlez, pourquoi on se disperse? Les vendredis, le mardi, les autres... Non. Je pense que chaque manifestation se nourrit de l'autre. Le vendredi, c'est tous les Algériens dehors. Tous. Dans la semaine, s'il y a des médecins qui font une manifestation, tant mieux. S'il y a des magistrats, tant mieux. L'essentiel, c'est que le vendredi, on se retrouve tous. Et il y a une chose, pourquoi je parle du mardi, parce que le mardi, qui c'est qui marche? Ce sont les étudiantes et les étudiants. Ce sont les élites de demain. Ce sont les élites de demain. C'est ce mouvement estudiantin qui est en train de renforcer le mouvement révolutionnaire. Il faut que, moi je pense que les étudiants doivent continuer le mardi. C'est vrai qu'il n'y a pas un nombre aussi important. On ne peut pas être tous dans la rue tous les jours de la semaine. Le vendredi, on est tous dans la rue. Mais entre-temps, là où ils peuvent protester. Et où ils connaissent dans une entreprise. Et où ils connaissent mais les étudiants sont des milliers tous les mardis. Mais je fais allez à Algévoire, allez à Oran, allez à Borj, allez à Djidji, allez à Bougie. Ce n'est pas le nombre aussi important que le vendredi, mais les étudiants ne sont pas 40 millions d'Algériens. Les étudiants, il y a des dizaines de milliers seulement. Et tant que les étudiants sont dans la rue, il faut être fier, il faut les encourager, et c'est eux qui nous donnent encore du courage. Et tant que, c'est une réalité, et tant que la composante féminine, je vous dis quelque chose, les étudiants, les jeunes, les étudiants et les femmes, tant qu'elles nous faire le mouvement, on est bien parti. Le jour où les femmes se retireront de ce mouvement, le jour où les étudiants se retireront de ce mouvement, eh ben, le fer de lance du mouvement insurrectionnel, du mouvement révolutionnaire aujourd'hui, ce sont les jeunes, les étudiants et les femmes. Il ne faut pas perdre de vue ça. Il ne faut pas perdre de vue. Qu'est-ce qu'ils disaient les gens? شوف يعني واش كانوا يقولوا لنا من قبل والترويج كان واحد الترويج في البلاد يقول لك هادو غاشي ماشي شعب غاشي في رياليتي سمعناها في التسعينات وزدنا سمعناها من بعد الشعب ما يفهم والو رجع رئيس حكومه اون بوست ويحيى واش قال لك ويحيى جوع الكلب تاعك يتبعك اون بوست لحقوا الدرجه هذه جوع كلبك يجي يتبعك vous imaginez ce que c'est ما تدخلش في العقل اون بوست جوع كلبك يتبعك. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont un tel mépris envers cette population, un mépris, un tel mépris. La preuve, voilà. Et ça, c'est les jeunes et les étudiants. Les jeunes et les étudiants. C'est le résultat. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas une génération spontanée comme ça. Ce mouvement n'est pas une génération spontanée. Ce mouvement est l'aboutissement de luttes successives depuis l'indépendance et surtout depuis les années 80. Mouvement berbère, octobre 88, tragédie noire, la Haroche, et ainsi de suite. Les partis politiques qui se sont fait tabasser
déplacer nous-mêmes, d'autres, la société civile. C'est l'aboutissement d'une succession de luttes qui a fait qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui se retrouve à... Et donc, les histoires de grève, moi la grève personnellement, pour le moment, c'est pas une bonne... pour moi. Il vaut mieux continuer à manifester bruyamment comme ça, comme on obtient plus. Parce qu'une grève, soit c'est une grève générale, insurrectionnelle, t'as ça. Mais pour le moment, est-ce qu'on en a besoin? Moi, je ne le crois pas. Pour le moment. Il n'est pas exclu. Elle n'est pas exclue à terme. Mais pour le moment, je pense que c'est la meilleure. Ceci étant, je crois qu'on arrive effectivement dans une heure exactement. C'est la clôture du dépôt de candidature. Or, avant de commencer la conférence, aucun candidat n'a déposé de candidature. Un seul avait tenté de déposer, c'est un ancien militaire qu'on ne connaît pas, à la retraite, Bachir Deri. Il s'est rétracté, Salih s'est rétracté, Belhaïd s'est rétracté, mais il y a un ancien militaire qui voulait déposer. Et au dernier moment, il s'est retiré. Donc, apparemment, il n'y a pas de candidat. S'il n'y a pas de candidat, il n'y a pas d'élection. Et s'il n'y a pas d'élection, effectivement, il y a une tentation depuis le début d'aller à l'état de siège, d'aller à l'état d'exception. Sauf que la résistance dans le pays est telle que c'est difficile pour eux d'aller à un régime militaire. Ça ne veut pas dire que c'est exclu. Ça ne veut pas dire que c'est exclu à Simolo. Est-ce que on prépare un état d'exception? C'est pas exclu, mais ça me paraît difficile dans l'état actuel des choses pour que l'armée joue ce jeu. Ça me paraît un peu difficile et ils sont effectivement c'est pas aujourd'hui. On a vu le chef d'état-major qui a changé de discours à plusieurs reprises entre menaces et entre soi-disant appui au mouvement citoyen et de l'autre côté des menaces. On l'a vu, ça traduit quoi? Ça traduit quoi? Ça traduit une panique, ça traduit un manque de vision politique, ça traduit une gestion au coup par coup. Ils se mettent vendredi, c'est ça et ça prouve qu'ils n'ont pas de stratégie réelle et c'est un état de panique réel qui existe au sein de l'état-major de l'armée et des tenants du pouvoir, pas seulement de l'état-major, des tenants du pouvoir. Quant à l'encadrement de... Ça aussi, ça rejoint l'état de panique. Au début, il a fait une conférence nationale de suivi des élections. Il a invité plus de 100 acteurs politiques, sociaux, etc. ما راحوش. هو تاني ما راحش لا كونفرنس. هو تاني ما راحش. هذا هو على الكونفرنس ما راحش. Donc, هذا الأولى هذا. Deuxièmement, on avait Gaël Salah qui a dit il faut qu'on mette une commission de surveillance des élections. D'abord, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. 4 juillet, il n'y a pas de scrutin. Déjà maintenant. Quand on va mettre une commission de surveillance des élections, on va mettre les ministères de l'Intérieur, on va mettre les magistrats qui vont encadrer l'opération de vote. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'ils n'ont pas de stratégie réelle et que le bras de fer qui est en train de s'opérer aujourd'hui entre la population et l'état-major de l'armée est en faveur de la population aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est gagné, mais aujourd'hui, le bras de fer est en faveur de la population et je pense que
aller à un régime militaire à la Sicile, ils peuvent le faire. Ça va être très difficile pour eux. Sur le plan international, ils ne peuvent pas se permettre. Et puis, est-ce que l'armée est homogène? Point d'interrogation. Pour le moment, oui. Mais demain, s'ils vont plus loin, s'il y a une répression féroce, sanglante, est-ce que c'est toutes les questions qui sont posées. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il vaut mieux, même s'il faut être vigilant, quant à un éventuel état d'exception, état de siège ou même un régime militaire. Il faut être très vigilant. C'est pour ça que l'importance de la durée de ce mouvement et de la détermination est cruciale pour le moment, pour pas qu'on aille à ce genre de situation, très dommageable pour le pays. D'autres questions? Donc, on passe au prochain intervenant, M. Boussiguera. Tout à l'heure, vous avez parlé de la dissolution de la PN du Sénat. Qu'est-ce qu'ils attendent des élus de FFS à la PN et au Sénat? Est-ce que c'est le parti qui décide ou la Roumanie qui décide, parce que le mouvement toujours demande à M. Kouchelou, le président de la PN, son départ? Qu'est-ce qu'ils attendent les élus de FFS démissionner? Suivant, c'est M. Rabinos. Bien entendu, vous avez commencé un tableau général de la situation, mais moi, ce que je n'ai pas compris, que la société rentre dans des détails malsains. À partir du moment que cet pays a besoin d'une démocratie, sans rentrer dans le khaloufa haditha des articles, tout ça, soi-disant dans une république. Voilà l'histoire. Actuellement, cette jeunesse qui s'est donnée, donc il faut leur rendre hommage, qui vraiment a besoin d'un véritable encadrement de sages, d'hommes réfléchis et de femmes, et des gens qui savent interroger l'histoire. À partir de là, nous pouvons aller vers une conclusion. Si maintenant une société est partie dans le désordre, comme a dit Martin Luther King, qui a fait incliner la ségrégation raciale, est-ce que nous pouvons nous inspirer de là? Et comme nous a dit notre premier éditeur grand, que l'histoire n'a pas le droit de l'oublier, qui s'appelle Radarbès, j'interpelle le peuple algérien à faire ce que doit pour que la vie deviendra ce qu'elle doit. Avez-vous compris le sens? Mesdames, Messieurs, ce n'est pas le tout de courir dans la rue. Faudrait-il convaincre aux yeux de l'univers de l'international? Ils ont la force, mais ils n'ont pas la raison. La raison et le bon sens, c'était que plus tard amènera la gloire. Et si vous ne connaissez pas ce sens, ce serait dommage, et on n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est pour ça que chacun de nous
doit apporter sa contribution. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci. Monsieur Bouzidi, question précise. Que font encore les élus du RFS à l'Assemblée et au Sénat? Tout d'abord, je ne suis pas venu pour parler du RFS, des structures internes, première des choses. Ceci étant, je crois que le parti a pris une résolution de retrait des parlementaires. Maintenant, les parlementaires qui ne veulent pas se retirer, c'est leur problème personnel. Ce n'est plus un problème au niveau du parti. Je crois que c'est ça qu'il faut, maintenant en tant que parti, conscient des enjeux et vis-à-vis de la population, le parti a demandé le retrait de ces parlementaires. Quelle sera l'Algérie de demain? L'Algérie de demain, c'est l'Algérie d'aujourd'hui. Sauf que l'Algérie d'aujourd'hui, les tenants du pouvoir ont tout fait pour ne pas montrer ce qu'elle est exactement. L'Algérie est algérienne. L'Algérie de demain sera algérienne. Dans tout le sens, dans tous les sens du terme, algérienne comme c'est une Algérie plurielle, d'abord. Nous sommes une Algérie plurielle. Nous sommes riches de notre culture, de notre identité amazigh. C'est important. De notre également دفع تاعنا العربي، عندنا دفع عربي وعندنا دفع إسلامي. Ça ne veut pas dire qu'islamaoui, on n'est pas des islamistes, mais nous sommes en majorité des musulmans dans notre pays avec notre identité amazigh et nous avons également notre arabité qui est là. C'est ça l'Algérie plurielle. Je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on discute de... Sauf que depuis le début, depuis l'indépendance, on a voulu nous mettre comme tous des Arabes. Une seule langue, un seul repère, l'arabité et l'arabe, et l'islam. Et ils ont tenté d'essayer d'enlever tout ce qui est amazigh, en jouant sur la corde sensible du régionalisme Baïl contre eux. D'abord, les Amazighs ne sont pas seulement des Kabyles. أنا من جيجل. شكون منكم كاع كيما راكم كاع يكون أكثر أمازيغ عليا ولا أنا أكثر عليا؟ واحد ما يجي يقولها. Parce que nous sommes tous des Amazighs. Tous. ما كان حتى واحد اللي يكون احنا nous sommes tous des Amazighs. Et l'amazigité, ce n'est pas seulement notre pays. C'est vrai. Il y a une chose, il faut rendre hommage à la région de Kabylie qui a porté cette revendication. Il faut rendre hommage. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut rendre hommage à la région parce qu'elle a porté ce fardeau, elle a revendiqué jusqu'à les Algériens comprennent tous que nous sommes amazighs. Et quand je parlais du drapeau berbère tout à l'heure, l'emblème amazigh, il n'appartient pas seulement à la Kabylie ou à l'Algérie. Il appartient à toute l'Afrique du Nord, le Sahel, le Maghreb, l'Égypte, la Libye, la Tunisie, également même Las Palmas. C'est un emblème, mais et il ne faut pas oublier que ceux qui ont porté ça dans notre pays, c'est bien la région de Kabylie et la région de l'Est, Chaoui, et également des Targuiers, ainsi de suite. Il faut rendre hommage, c'est ça l'Algérie de demain. C'est une Algérie plurielle, riche de notre
de notre identité, riche également de notre diversité. C'est ça l'Algérie de demain. Elle est algérienne. Elle est algérienne. Donc sur ça, c'est Rebhi, je crois que c'est... Nous ne sommes ni français, ni arabes à 100%, ni nous sommes amazirs. Nous sommes amazirs, nous sommes algériens, avec nos différentes qu'il faut assumer totalement. Desliman, je crois qu'il a donné un point de vue, je crois qu'il est parti. Il a donné un point de vue que je rejoins à 80%. C'est pour ça que à un moment donné, j'en ai parlé, à un moment donné, ce mouvement révolutionnaire citoyen, il faut qu'il y ait des représentants de ce mouvement et un encadrement pour qu'on aille plus loin et qu'on s'installe dans la durée pour qu'on aille à une véritable démocratisation dans le pays. Merci. Ça, je rejoins totalement votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Donc, merci, monsieur le docteur Jitahi. Donc, on passe au monsieur Mehnam Mohamed. S'il vous plaît, il reste combien de questions? 3 questions. Donc, ça va être le dernier lot de questions, parce qu'on doit libérer, doit repartir. Donc, le dernier lot de questions, et je vous demande d'être bref. Merci. Donc, en tout Algérien sain, je me pose la question, ma propre question. Y a-t-il vraiment de clans au sein du pouvoir pour parler de guerre de clans? Ma deuxième question, si vous m'en permettez, le chef d'armée est en train d'indiquer opposition à sa feuille de route. Quelle solution envisagez-vous pour le rencontrer? Merci. Merci. Donc, le prochain, c'est M. Sidna Khalaf. C'est exactement ce que depuis le commencement du mouvement, la France, pourquoi elle a gardé depuis le début la marche, pourquoi elle a gardé un silence? La deuxième question, à partir du 4 juillet, quel est le plan d'urgence vous avez préparé dans l'ensemble de... Merci. Donc, je pense que M. Bensala. C'est un petit éclaircissement très important pour vous de la députée Sadio Ghali lorsqu'elle a été sortie du parti pour son article sur TF1. Je vous remercie. Il est clair, M. Menaoui, je crois, il est clair que le pouvoir, la nature du pouvoir, a toujours été un consensus, même mot, entre différents clans à l'intérieur du pouvoir. Ce pouvoir est composé de clans et ils agissent toujours par consensus. Toujours. Même un consensus minimal. Sauf que cette fois-ci, l'arrestation et l'emprisonnement du chef, l'ancien chef de la sécurité, le général Toufek, et les arrestations nous font penser qu'il y a un clan qui a pris le dessus sur d'autres clans. C'est l'impression que nous avons. Nous n'avons pas tous les éléments, sauf qu'il y a toujours eu des guerres de leadership entre eux, des guerres de clans, et en général, il y a un consensus qui se fait entre eux, surtout lors des présidentielles.
Vous savez tous que l'armée a toujours été la véritable détentrice du pouvoir. Ce n'est pas l'armée en tant qu'armée, en tant qu'institution, mais les responsables de l'armée avec d'autres intérêts financiers et autres qui étaient là, qui formaient des clans, et on trouvait toujours, par exemple, pour qu'il y ait le choix d'un président, c'était un consensus qui se faisait entre eux. Or, cette fois-ci, il n'y a pas eu de consensus, puisque, avec, bien sûr, ce mouvement révolutionnaire, Bouteflika est parti, mais si Bouteflika a fait le 5e mandat, c'est qu'il n'y avait pas de consensus autour de celui qui allait remplacer Bouteflika. C'est ça aussi la réalité. Donc, pour dire, il y a toujours des guerres de clans, il y en a toujours, jusqu'à présent. Et je crois que les arrestations qu'il y a eu, même si ce sont des arrestations que la population a demandé, sauf que, est-ce que ce n'est pas des règlements de compte entre clans aussi? Est-ce que ce n'est pas... Parce que ces arrestations posent beaucoup de questions, qu'il y ait plus de questions que de réponses. Maintenant, le chef de l'armée menace tous ceux qui sont opposés à sa feuille de route. Il n'a fait que des menaces depuis le début. Sauf que, on continue, quelle que soit la situation, on continue d'une manière pacifique, déterminée, et on ne lâchera rien. Du moins, la population ne lâchera rien du tout. Il a beau menacer, il y a un bras de fer qui est en train de s'installer. Il y a une bipolarisation entre la société et l'état-major, et à leur tête, Gaïd Saleh. Et je crois qu'il faut continuer dans ce bras de fer d'une manière pacifique, toujours, d'une manière déterminée, sans revenir en arrière. Je crois qu'il y a eu quelques victoires que la population a obtenues. Le départ de Bouteflika, c'est une victoire. L'Aïsaba, comme on dit l'Aïsaba, c'est une victoire aussi. Le fait que le 4 juillet, il n'y aura pas d'élection, c'est aussi une victoire. Mais la bataille n'est pas gagnée. Mais c'est des petites victoires. Ce n'est pas suffisant. C'est le départ du système. C'est le changement radical qui est demandé. Donc c'est des petites victoires qui ne sont pas suffisantes pour arriver au changement du régime. Il a beau menacer, on reste pacifique, on continue notre chemin, on continue notre mobilisation qui ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il y ait un changement réellement un changement de régime radical. Alors, après le 4 juin, quel plan? Le seul plan que nous avons tous ensemble, du sud au nord, d'est en ouest, c'est le changement radical. On continuera pour le changement radical, quelle que soit la situation. On continuera, toujours d'une manière pacifique et déterminée. Et je pense que si jamais la mobilisation s'arrête, ils vont reprendre du poil de la bête. Et c'est à nous, c'est la première fois, et ça j'en parlais déjà auparavant, les plus âgés que nous, moi j'étais gosse à l'indépendance, les plus âgés que nous ont connu ça. Que moi j'ai pas connu, que des plus jeunes que moi n'ont pas connu. Le rêve collectif, le hulm jamal. Pour ceux qui ont connu l'indépendance, juste à l'indépendance, il y avait un rêve. Le rêve collectif, c'était quoi? L'indépendance, c'était le rêve d'une Algérie libérée, d'une Algérie démocratique. Et on a vu, pour ceux qui ont vécu cette période, صندوق تضامن نتكلم عليه صندوق تضامن بيان كسرقوه من بعد استولوا عليه
لكن صندوق التضامن quand Ben Bella a appelé le صندوق التضامن, il y avait, et je suis sûr que certains d'entre vous se rappellent, des petites vieilles démunies, ما عندها والو, عندها منقوش شابك ولا عندها مسياس ولا عندها مسياس تاع رجل ولا ينباك, نحاتو ودتو في صندوق التضامن. اللي كانت عنده حاجه مدوها لصندوق التضامن. علاش؟ pour l'Algérie, parce qu'il y avait le rêve collectif. كان الحلم الجماعي نتاع une Algérie nouvelle, une Algérie libérée, une Algérie démocratique. Et aujourd'hui, tous les jeunes et la majorité d'entre nous, on est en train, ce rêve, le premier rêve collectif, il a été détourné, il a été cassé, spolié par Ben Bella, Boumedienne et tous ceux qui sont venus après. Et aujourd'hui, nous sommes en train de rêver ensemble, tous, comme on dit. Les jeunes, les femmes, les étudiants, les moins jeunes, nous-mêmes tous. Le vendredi, on rêve de quoi? Tous ensemble. On rêve d'une Algérie démocratique. On rêve d'une Algérie libre, où chacun a le droit de citer. Et ce rêve collectif, il y a des éléments importants. Quand on oublie les jeunes, كانوا الناس يخافوا يبعثوا نساهم للمارشي, يبعثوا خواتاتهم للمارشي, يبعثوا بناتهم للمارشي. Qu'est-ce qu'on voit le vendredi? Partout dans le pays. نشوفوا هاد les jeunes اللي كانوا يقولوا سي فويو هما اللي راهم يحاميو على الانسان. Et c'est une réalité. Je l'ai vu de mes propres yeux à plusieurs reprises. Pourquoi? ونشوفوا هاد les jeunes dans les quartiers, surtout les grandes villes, on bat de la marche, qu'est-ce qu'ils font? Ils nettoient leur quartier, ils nettoient tout le circuit, tout l'itinéraire de la marche. Pourquoi ils nettoient? Vous savez pourquoi ils nettoient? Parce que c'est chita al-baylik, et c'est ça le rêve collectif. Nous sommes en train justement de rêver ensemble. Et il ne faut pas qu'il me soit le premier rêve. Le premier rêve. Il ne faut pas qu'on nous vole, nous, notre rêve collectif. C'est pour ça que nous devons de rester ensemble, manifester, continuer de rêver ensemble. Et c'est ensemble qu'on va gagner la partie. Quant à la dernière question concernant Salima Rouzali, je pense que ça c'est un problème interne au parti, qui s'est posé à un moment donné. Salima Rouzali, je la connais très bien, très bien. On a travaillé ensemble pendant longtemps. C'est une femme qui est propre, qui est honnête. Selon les statuts du parti, elle aurait défié les statuts du parti. Et donc c'est un problème interne qui a été réglé sur le problème en interne du parti. Ceci étant, elle reste quand même une figure journalistique, une figure politique de première ordre. Mais son problème a été réglé à l'intérieur du parti. Mais mes chers amis, pour conclure, continuons de rêver ensemble. Et on y arrivera. Balak, on est entre deux âges. Mais les plus jeunes que nous vont avoir les fruits de toute cette mobilisation. Et je pense que si on est resté 3 mois et plus de 3 mois, à être comme ça, c'est pas demain que Gaël Sarah va nous faire peur. On continue. Et on aura bien compris. Et je vous remercie.